J'avais l'impression d'être une poupée de chiffon abandonnée là, sur cette terrasse froide de Paris. Le vent de la nuit d'hiver s'engouffrait, piquant ma peau exposée, mais je ne sentais que l'engourdissement qui me pétrifiait de l'intérieur. Julien, mon ancien patron, mon patron, il y a à peine quelques minutes, se tenait devant moi, le visage pâle sous la lueur lointaine de la tour Eiffel. Ses yeux bruns, que j'avais si souvent trouvés impénétrables, étaient maintenant embués d'une émotion que je n'aurais jamais cru voir chez lui. Il avait l'air perdu. Ce n'était pas l'arrogant PDG que tout le monde connaissait. C'était juste un homme qui venait de briser quelque chose en moi et qui semblait le réaliser pour la première fois. Rachel, avait-il dit, mon nom roulant sur sa langue comme une amère nouveauté. C'était Marie, ça avait toujours été Marie, mais il ne l'avait jamais su. Marie, tu es absolument sublime. Je n'ai pas de mots. Sublime, c'était ironique, n'est-ce pas? Car 2 jours auparavant, il n'avait eu que des mots acérés comme des couteaux pour me décrire. Merci, avais-je répondu, ma voix glaciale, refusant de lui donner la satisfaction d'une quelconque fêlure. Surpris, avais-je lancé, croisant les bras, me sentant comme une guerrière après la bataille, même si mes entrailles étaient en miettes. Très, avait-il admis, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Ce geste, je ne l'avais jamais vu en 3 ans. Le masque se fissurait. Je ne savais pas que tu pouvais être, que tu avais, que j'étais quoi, avais-je interrompu, la voix pleine d'une colère contenue. Que j'avais un corps, un visage, que je pouvais être belle quand je ne porte pas d'horribles lunettes et de vieux vêtements amples. Il avait visiblement dégluti. Oui, pardon, ce n'est pas bien sorti. Ce n'est pas mal sorti, avais-je riposté, d'une voix ferme, tranchante. C'est sorti honnêtement. Aussi honnêtement que lorsque vous m'avez traité de laide et ennuyeuse, et dit que je devrais m'habiller mieux pour égayer le bureau. Son visage s'était décomposé sous la faible lumière de la lune, virant au blanc cireux. « Tu as entendu ça? » Tout, avais-je confirmé. Chaque mot cruel. Le pari, les commentaires sexistes, tout. Je sentais des larmes monter, brûlantes derrière mes yeux, mais je refusais absolument qu'elles tombent. Pas devant lui. Jamais. Marie, Il semblait réellement perdu. La confiance habituelle du PDG s'étant envolée. Je suis désolé, vraiment désolé. C'était cruel et stupide. Et tu es désolé maintenant, avais-je rétorqué, ma voix dure, incisive, parce que tu me vois belle, parce que tu me vois dans une robe et sans lunettes. Mais pendant 3 ans, Julien, tu ne m'as jamais vraiment vu. Tu n'as jamais remarqué que je suis assez intelligente pour résoudre des problèmes dont tu ignores même l'existence. Drôle quand je le veux. Assez compétente pour faire fonctionner ton bureau pendant que tu te soucies de choses plus importantes. Tu n'as vu qu'une secrétaire laide, ennuyeuse, avec des lunettes, qui pourrait s'habiller mieux. Ce n'est pas vrai, avait-il protesté avec véhémence, faisant un pas en avant. J'ai toujours su que tu étais compétente, la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue. Mais tu ne m'as jamais vue comme une personne, avais-je répliqué. Et cette fois, une larme rebelle s'était échappée, traçant un chemin chaud sur ma joue. Comme une femme, comme un être humain avec des sentiments, juste comme un objet de bureau qui pourrait être plus agréable à regarder. Il n'avait pas eu de défense. Il était resté là, immobile, complètement perdu et brisé. Tu veux savoir quelque chose d'amusant? Avais-je poursuivi, essuyant rageusement la larme. Je me suis caché exprès, les lunettes, les vêtements amples, les cheveux attachés, tout était un choix conscient. Parce qu'à mon ancien emploi, mon patron m'harcelait constamment. Commentaires, attouchements, suggestions. Alors, j'ai caché mon corps, mon visage, toute ma féminité pour être prise au sérieux en tant que professionnelle. Et ça a marché, jusqu'à ce que tu me fasses à nouveau me sentir stupide et laide, simplement parce que j'existais de la manière que j'avais choisie. J'avais vu son cœur se briser dans ses yeux bruns. C'était clair.
Je le voyais dans le scintillement de la lumière des réverbères parisiens, dans la façon dont ses épaules s'étaient affaissées. Marie, je ne savais pas. Je n'avais aucune idée. Parce que tu n'as jamais demandé, avais-je répondu, ma voix se brisant malgré mes efforts. Tu ne t'es jamais assez soucié de demander, de voir au-delà de la surface que j'avais construite, de remarquer qu'il y avait une vraie personne là. J'avais inspiré profondément, retrouvant mon sang-froid. Bonne nuit, Julien. Profite du gala et du pari de 1 000 € que tu as perdu. Je m'étais retourné et avais commencé à marcher vers la salle de bal, mais sa voix m'avait arrêté. Marie, attends, s'il te plaît. Non, avais-je dit sans me retourner, la voix ferme. Il n'y a rien à attendre. Tu as eu 3 ans pour me voir, 1000 jours à travailler côte à côte, et tu as activement choisi de ne pas voir. Je l'avais laissé seul sur la terrasse sous la froide lumière de la lune, le poids écrasant de tout ce qu'il avait dit et fait retombant enfin sur ses épaules. Julien était resté là, complètement immobile, les yeux fixés sur la porte par laquelle j'avais disparu. La brise nocturne agitait ses cheveux, et pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement perdu et brisé. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» avait-il murmuré au vide, à la nuit, à personne. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais la nuit n'avait aucune réponse à lui donner. Et moi, à l'intérieur de la salle de bal, dansant avec un autre gentil inconnu, je m'étais enfin permis de sourire vraiment, parce qu'il avait besoin de ressentir ça, cette douleur, ce regret, ce poids. Et moi, j'avais besoin d'avancer, du moins pour l'instant. 5 ans auparavant, Mary Appleton avait une règle d'or. Être invisible au travail. Lunettes épaisses, ça c'est fait. Vêtements amples, ça c'est fait. Cheveux toujours attachés, ça c'est fait. 0 maquillage, ça c'est fait. Et ça avait marché parfaitement. Aucun homme ne la dérangeait. Elle travaillait en paix, grimpait les échelons grâce à sa compétence, pas à son apparence. Ça, c'était avant. Avant le jour où elle avait surpris Julian Westcott, son patron depuis 3 ans, en train de faire un pari sur elle avec ses amis. C'était juste 2 jours avant le gala de charité dont on parle, celui où tout a explosé. J'étais à mon bureau, juste devant le bureau vitré de Julien. C'était un mardi, je crois, ou peut-être un mercredi, peu importe. L'important, c'est que j'étais en train de taper un rapport quand sa porte s'est ouverte. Je n'ai même pas levé les yeux, ça ne me regardait pas de savoir qui allait et venait. Mais j'ai entendu les voix de Pierre et Sophie, ses amis éternels, ces 2 PDG qui se croyaient les rois du monde juste parce qu'ils avaient de l'argent et des voitures importées. Ils s'étaient arrêtés juste devant mon bureau, parlant comme si j'étais un meuble, une plante décorative incapable d'entendre ou de comprendre des mots en français. « Vieux, gala de charité vendredi », avait dit Pierre, avec ce ton décontracté de quelqu'un qui discute de la météo. « Tu y vas ?» Julien avait soupiré, comme il soupirait toujours quand il avait des obligations sociales. « Malheureusement, oui, obligations sociales. Tu sais ce que c'est. »« Tu emmènes quelqu'un ?» avait demandé Sophie, et j'entendais le sourire malicieux dans sa voix. « Non, seul » avait répondu Julien, avec un humour acide. « Mieux que d'emmener une fille ennuyeuse qui va me saouler toute la nuit. » C'est là que Pierre avait eu son idée brillante, la suggestion de génie qui allait absolument tout changer dans ma vie. Il avait ri de cette façon masculine irritante et avait dit, en pointant directement vers moi, « Prends ta secrétaire alors. » J'avais continué à taper, mes doigts fermes sur les touches, faisant semblant de toutes mes forces de n'entendre absolument rien, d'être complètement sourde et inconsciente du monde. Julien avait ri. Il avait vraiment ri comme si l'idée était la chose la plus absurde qu'il ait jamais entendue. Marie, mon Dieu, non. Mes mains s'étaient figées au-dessus du clavier pendant une fraction de seconde, mais je m'étais forcé à continuer, à ne pas réagir, à ne montrer absolument rien. « Pourquoi ?» avait demandé Sophie avec une curiosité sincère. « Elle est super efficace. Tu dis toujours ça. » Et elle l'est, avait concédé Julien, et pendant une seconde idiote, j'avais pensé qu'il allait dire quelque chose de décent,
quelque chose qui me ferait me sentir un tant soit peu valorisé. Mais elle est laide et ennuyeuse. Et regarde là, d'énormes lunettes, des vêtements de grand-mère, des cheveux qui ressemblent à un nid d'oiseau. Elle pourrait s'habiller mieux, tu sais, égayer le bureau, animer l'ambiance. La douleur, une douleur pure, cristalline, qui me traversait la poitrine comme si quelqu'un avait enfoncé un couteau bien aiguisé entre mes côtes et l'avait tordu avec force. J'avais arrêté de taper complètement, mes mains tremblant légèrement, mes yeux brûlants derrière mes horribles et énormes lunettes. Pierre avait eu l'air mal à l'aise. Au moins, il avait un brin de décence. Julien, c'est un peu cruel, tu ne trouves pas? C'est la vérité, avait insisté Julien avec cette confiance irritante qui lui était propre. C'est une excellente secrétaire, la meilleure que j'ai jamais eue, mais zéro effort pour son apparence. Je parie qu'au gala, personne ne dansera avec elle. 1 000 €. C'est vraiment cruel, mec, avait murmuré Sophie. Mais j'entendais l'hésitation dans sa voix, cette curiosité morbide de quelqu'un qui veut regarder le cirque brûler. C'est réaliste, avait corrigé Julien avec ce ton définitif qu'il utilisait quand il considérait le sujet clos. Tu prends le pari ou pas? Pierre avait hésité un long moment, puis avait dit « D'accord, je le prends. Mais tu es un vrai, tu sais. » J'en suis parfaitement conscient, avait répliqué Julien en riant. Et les trois étaient entrés dans l'ascenseur et avaient disparu, me laissant seul, mes mains toujours sur le clavier, et les larmes commençant à couler silencieusement sur mon visage. Je ne pleurais jamais au travail, jamais. C'était une autre règle, aussi importante que l'invisibilité. Mais à ce moment-là, le bureau vide et silencieux autour de moi, je n'avais pas pu me retenir. « Marie ?» La voix douce de Justine m'avait fait lever les yeux rapidement, essuyant mes larmes du revers de la main. Elle était là, debout à côté du bureau, avec cette expression de pitié mêlée de colère que seule une vraie amie peut afficher. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? J'ai entendu chaque mot, avais-je confirmé, d'une voix plus ferme que prévu, étant donné que mon monde venait de s'effondrer. C'est un idiot complet, avait craché Justine assise sur le bord de mon bureau. Sexiste, superficiel et aveugle. Comment peut-il dire de telles choses sur toi? Parce qu'il a en partie raison, avais-je répondu, haussant les épaules, essayant de paraître indifférent, même si ma poitrine me faisait toujours mal. Je me suis caché exprès, Justine. Il ne sait pas pourquoi, mais j'ai choisi de ressembler à ça. Mais ça ne justifie rien, avait-elle insisté, frappant la main sur le bureau. Il t'a traité de laide, d'ennuyeuse, dit que tu devrais mieux t'habiller pour égayer le bureau, comme si ton travail était d'être jolie pour qu'il te regarde. Quel genre de commentaire sexiste et dégoûtant est-ce? Je sais, avais-je murmuré, essuyant une autre larme tenace. Et ça a fait mal, Justine. Ça a fait bien plus mal que je ne m'y attendais. J'avais fait une longue pause, respirant profondément, sentant quelque chose de nouveau naître en moi. Quelque chose qui était de la colère et de la détermination mélangées. Mais tu sais ce qui fait le plus mal? J'ai travaillé avec lui pendant 3 ans, 3 années entières, et il ne m'a jamais vu au-delà de l'apparence. Jamais remarqué que je suis intelligente, drôle quand je le veux, assez compétente pour quasiment faire fonctionner ce bureau. Parce qu'il est superficiel, avait dit Justine avec toute la raison du monde. Ouais, avais-je acquiescé, et un petit sourire, un peu dangereux, commençait à se former sur mes lèvres. Et je vais lui prouver exactement ça. Justine, tu as un billet pour le gala de vendredi? Elle m'avait regardé, les yeux grands ouverts. J'en ai un. Pourquoi? J'en ai un aussi. L'entreprise les donne à tous les cadres et assistants seniors. J'ai toujours refusé parce que je déteste ces événements. Mais cette année, j'accepte. Mais il sera là, s'était exclamé Justine, comme si j'avais perdu la tête. Ce sera super bizarre.
Et elle s'était arrêtée en plein milieu de sa phrase, les yeux s'écarquillant encore plus quand elle avait compris. « Attends, qu'est-ce que tu vas faire exactement? » Mon sourire s'était élargi. Je vais lui montrer, à lui et à ses amis idiots, qu'ils ne savent absolument rien. Il ne me reconnaîtra pas, Justine. Pas en 1 million d'années. Qu'est-ce que tu vas faire? Avait-elle demandé, mais elle souriait déjà, saisissant mon énergie vengeresse. Appelle Clara, avais-je répondu, attrapant mon téléphone d'une main déterminée, et demande-lui la plus grande faveur de ma vie. Clara avait décroché au deuxième coup, comme toujours, avec sa voix enjouée. « Salut ma belle, quoi de neuf? »« Clara, j'ai besoin de ton talent, désespérément. »« Pourquoi faire? » avait-elle demandé. J'entendais un bruissement de tissu en fond. Elle était sûrement en train de travailler sur une robe magnifique. Tu te souviens comment je me cache au travail? Lunettes, vêtements amples, cheveux toujours attachés. Zéro maquillage. Oui, et je déteste ça de toutes mes forces, avait répondu Clara avec cette honnêteté brutale que j'aimais tant chez elle. Tu es magnifique, Marie, et tu continues de te cacher à cause de ce patron. À propos de ce patron, j'avais pris une profonde inspiration. Il m'a traité de laide aujourd'hui devant ses amis, dans un pari pour savoir si quelqu'un danserait avec moi à un gala. Et silence absolu pendant 3 secondes complètes. Puis, « Il a fait quoi? Marie, il a fait quoi? » J'avais presque ri de la fureur pure dans sa voix, malgré tout, et avait dit, « Il a dit que je devrais m'habiller mieux pour égayer le bureau, comme si mon travail était d'être décorative pour qu'il me regarde. »« Je vais tuer cet homme !» avait presque hurlé Clara. J'avais entendu quelque chose tomber en fond. « De mes propres mains, où il habite. J'y vais tout de suite. » « Non, avais-je interrompu, souriant encore malgré les larmes séchées. Tu ne vas pas le tuer. Tu vas faire quelque chose de bien mieux. Tu vas me rendre absolument renversante pour le gala de vendredi soir. » Un silence différent, mais chargé. Le silence de Clara qui planifie, qui crée, qui imagine. « Tu vas lui montrer? » Je vais lui montrer qu'il est aveugle, un idiot, superficiel, et qu'il a perdu la meilleure chose qu'il ait jamais eue à travailler pour lui, avais-je confirmé avec toute la détermination du monde. « J'adore quand tu te montres vengeresse, » avait dit Clara avec un sourire malicieux dans la voix. « Viens au studio maintenant, tout de suite. On va te rendre dévastatrice. » Les 2 jours suivants avaient été un tourbillon fou. Clara m'avait fait essayer au moins 15 robes différentes avant de décider, avec sa détermination artistique, d'en créer une entièrement à partir de zéro, spécialement pour moi. Une robe vert émeraude qu'elle avait juré ferait ressortir mes yeux comme des bijoux rares que les hommes tueraient pour posséder. J'avais couru chez un ophtalmologiste pour des lentilles de contact, quelque chose que je n'avais jamais envisagé, et j'avais failli abandonner quand la première tentative d'insérer cette maudite lentille dans mon œil avait échoué. « Tu peux le faire », m'avait encouragé Clara pendant que j'essayais pour la 15e fois. « Pense à la tête de Julien quand il te verra. » Son expression choquée. Ça avait marché. La lentille s'était enfin mise en place et j'avais pu voir le monde sans lunettes pour la première fois en 5 ans. Le coiffeur que Clara avait engagé avait regardé mes cheveux, attachés pendant des années, et avait soupiré dramatiquement, comme s'il était témoin d'une tragédie personnelle. « Pourquoi cachez-vous ça? » avait-il demandé rhétoriquement, en libérant les vagues châtains. J'avais eu une coupe moderne et des vagues brillantes qui tombaient sur mes épaules. La maquilleuse avait été plus douce. « Vous avez une belle peau », avait-elle dit, en appliquant des produits dont j'ignorais l'existence. Il suffit de la sublimer, pas de la transformer. Et puis était venu le vendredi soir. J'étais dans l'appartement de Clara, regardant le miroir en pied, et honnêtement, je ne reconnaissais pas la femme qui me regardait. La robe verte épousait des courbes que j'avais oubliées. Mes cheveux tombaient en vagues douces et brillantes. Sans les lunettes, mes yeux verts semblaient plus grands, plus intenses. Le maquillage subtil mais percutant
avec des lèvres rouges qui faisaient une déclaration. Les talons hauts me donnaient une posture que je n'avais jamais eue. C'est moi, avais-je demandé à voix basse, encore en train de comprendre. Tu as toujours été ça, avait répondu Clara avec fierté, ajustant une mèche de cheveux. Tu étais juste caché. Maintenant, va là-bas et détruis-le. Je ne veux pas le détruire, avais-je corrigé, attrapant la pochette argentée. Je veux qu'il voie vraiment. Il verra, avait garanti Clara avec un sourire maléfique. Et il le regrettera pour le reste de sa vie. J'avais un de ces week-ends où l'on a le ventre serré, vous savez? Celui où on sait qu'on va devoir affronter une situation difficile. Le week-end avait été une vraie montagne russe émotionnelle. Une partie de moi savourait encore la victoire d'avoir laissé Julien sans voix au gala, mais l'autre partie était terrifiée par ce qui allait arriver. Parce que je devais retourner au travail. Et retourner au travail, ça voulait dire le revoir. Je me suis retrouvé devant le miroir de ma salle de bain pendant bien 10 minutes à fixer mon reflet. Cheveux lâchés, tombant en vagues naturelles. Visage nu, sans maquillage. Mes yeux verts, sans les horribles lunettes qui cachaient la moitié de mon visage. Un instant, j'ai envisagé d'y aller comme ça, sans armure, sans déguisement. Mais je me suis souvenu du harcèlement à mon ancien travail, des mains qui ne devaient pas toucher, des commentaires qui brûlaient et de la façon dont les hommes regardaient quand je n'étais pas caché. Alors, j'ai remis mes lunettes. J'ai enfilé un pantalon de tailleur ample et une blouse qui ne laissait absolument rien deviner de mon corps. J'ai tiré mes cheveux en un chignon serré qui commençait déjà à me donner mal à la tête. J'ai regardé le miroir à nouveau et elle était là, invisible, en sécurité, Marie. Mais quelque chose était différent. J'étais différente. Ma posture était différente, les épaules plus droites et le menton plus haut. Parce que maintenant, je savais ce que je cachais. Et je savais que c'était un choix, pas une nécessité. J'étais arrivé au bureau à 8 heures tapantes, comme toujours, avec mon sac noir banal et mon café du coin. J'avais passé la réception, salué Manon d'un signe de tête, pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage et marché dans le couloir jusqu'à mon bureau. Le bureau vitré de Julien avait les stores fermés. Étrange, il les laissait toujours ouverts pour pouvoir voir tout le bureau, cette manie de PDG contrôleur qu'il avait. Je m'étais assise à ma chaise, allumé mon ordinateur et commencé à organiser son emploi du temps de la journée. 10 heures, réunion avec le service marketing. Déjeuner avec des investisseurs à midi. Appel avec la succursale de Lyon à 15 heures. J'étais tellement concentré sur l'écran que j'avais failli sauter de ma chaise quand la porte de son bureau s'était ouverte. Julien était sorti et nos regards s'étaient croisés pendant une fraction de seconde avant que je ne me concentre à nouveau sur mon ordinateur. « Marie », avait-il dit, et sa voix était différente, plus douce, presque hésitante. « On peut parler ?» J'avais continué à taper, mes doigts fermes sur les touches. « À propos du travail ?» ?»« Oui. »« À propos de questions personnelles ?» ?»« Non. » Je l'avais entendu prendre une profonde inspiration, comme s'il se préparait au combat. « S'il te plaît, j'ai besoin de m'excuser sincèrement. Ce que j'ai dit au gala n'était pas... » « Tu t'es déjà excusé, » avais-je interrompu, le regardant enfin avec l'expression la plus neutre que je pouvais afficher. « Et j'accepte. Maintenant, la réunion marketing est à 10 heures. J'ai préparé tous les rapports que tu as demandés. » J'avais attrapé le dossier sur mon bureau et le lui avais tendu. Tout est slow. Julien avait pris le dossier, mais n'avait pas bougé. Il était resté là, à me regarder comme s'il essayait de déchiffrer un code impossible. « Marie, si tu m'excuses, je dois confirmer la réservation du restaurant pour ton déjeuner, » avais-je dit en prenant le téléphone et en composant, faisant clairement comprendre que la conversation était terminée. Il était resté là pendant 5 bonnes secondes, puis était finalement retourné à son bureau, fermant la porte d'un léger clic. Ce n'est qu'alors que j'avais reposé le téléphone, respirant profondément pour calmer mon cœur qui battait de manière irrégulière dans ma poitrine. Le téléphone sur mon bureau avait sonné environ 2 heures plus tard.
J'avais répondu par automatisme. Bureau de Monsieur Westcott. Marie, c'est moi, Pierre. La voix de l'ami de Julien avait résonné à l'autre bout, et j'avais failli raccrocher immédiatement. Monsieur Harrison, Monsieur Westcott est en réunion pour le moment. Puis-je prendre un message? Non, ce n'est pas à lui que je veux parler. C'est à toi. Il avait fait une pause. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé, pour le pari. C'était cruel et stupide et... C'est bon, avais-je interrompu car je n'avais pas l'énergie de gérer ça aussi. Merci d'avoir appelé. J'avais raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Mais à travers la paroi vitrée, même avec les stores partiellement fermés, j'avais entendu la voix de Julien au téléphone et il ne parlait pas à un client. Pierre, je sais que j'ai perdu le pari et l'argent est le cadet de mes soucis en ce moment. J'avais fait semblant d'être concentré sur l'ordinateur, mais chaque fibre de mon être était attentive à cette conversation. Elle ne veut même pas me regarder correctement. Elle traite tout comme si ce n'était que professionnel, comme si j'étais un patron comme un autre. La voix de Pierre devait lui dire quelque chose, car Julien était resté silencieux un instant. Je sais que je le mérite. Tu crois que je ne sais pas? Je l'ai traitée de laide. J'ai dit qu'elle était ennuyeuse, qu'elle devrait mieux s'habiller pour égayer les choses. Mon Dieu, Pierre, quand je répète ces choses à voix haute, je me rends compte à quel point j'ai été. Plus de silence. Comment est-ce que je répare ça? Dis-moi, parce que je n'en ai aucune idée. La réponse de Pierre devait être quelque chose comme « Je ne sais pas si tu peux ». Parce que la voix de Julien semblait vaincue quand il avait répondu « Tu as raison. Peut-être que je ne peux pas réparer ça. Peut-être que je l'ai perdu pour de bon. » Une longue pause. Mais j'ai besoin d'essayer. J'ai besoin de lui prouver que je la vois au-delà de l'apparence maintenant, que je la vois vraiment. J'avais déconnecté quand j'avais réalisé que mes yeux commençaient à me brûler derrière les horribles lunettes. Non, je n'allais plus pleurer au travail. Je l'avais déjà fait une fois, et une fois, c'était plus que suffisant. Les jours suivants, Julien avait essayé. Mon Dieu, comme il avait essayé. Le mardi, il avait loué le rapport que j'avais préparé. Ce rapport est impeccable, Marie. Tu as capturé exactement les points dont j'avais besoin. Merci, Monsieur Westcott, avais-je répondu sans lever les yeux de l'écran. Le mercredi, il s'était présenté à mon bureau avec un café de mon café préféré. Pas le café du coin, mais ce petit café à l'autre bout de Paris qui faisait ce cappuccino parfait. J'ai pensé que tu aimerais ça, avait-il dit en posant la tasse sur mon bureau. J'avais regardé le café, puis lui. Merci, Monsieur Westcott. Il avait visiblement tressailli quand j'avais de nouveau utilisé le nom de famille formel. Le jeudi, il avait essayé d'entamer une conversation informelle. Alors, Marie, des projets pour le week-end? Non, avais-je répondu, continuant de taper. Aucun, rien du tout. Il avait attendu plus, mais je n'avais rien donné. La conversation était morte là. Le vendredi, Justine s'était présentée à mon bureau à l'heure du déjeuner avec cet air de quelqu'un qui avait de nouveaux ragots. Ma cocotte, il souffre, avait-elle dit, assise sur le bord du bureau comme elle le faisait toujours. J'ai presque pitié de lui. Presque, avais-je demandé, levant un sourcil. Il m'a pratiquement humilié devant ses amis. Fait un pari sur moi comme si j'étais un objet. Il mérite de souffrir un peu. Je sais, avais-je murmuré, tripotant la salade que j'avais achetée. Mais une partie de moi veut lui pardonner. Tu sais, il semble sincèrement désolé. Ce n'est pas du toc. Justine m'avait regardé avec cette expression d'ami qui connaît tous tes secrets. Mais peux-tu pardonner? Ou bien est-il seulement intéressé parce qu'il t'a vu magnifique au gala? Parce qu'il a vu que tu avais un corps et un visage sous les lunettes et les vêtements amples? Et là était la question qui me tenait d'éveiller la nuit. La question qui me rongeait de l'intérieur. C'est ça le truc, avais-je admis, et ma voix était plus fatiguée que je ne l'aurais voulu. Comment savoir que ce n'est pas seulement l'apparence? Comment savoir qu'il a vraiment changé? Justine était restée silencieuse un instant, réfléchissant.
Puis ses yeux s'étaient illuminés de cette lueur d'idées dangereuses qu'elle avait toujours. Tu le testes. Comment? Continue de te cacher au travail. Porte des lunettes, des vêtements amples, les cheveux attachés, le tout. Et s'il te veut toujours comme ça, s'il se bat toujours pour toi-même quand tu es dans l'invisibilité, alors tu sauras que c'est réel, que ce n'est pas seulement parce qu'il t'a vue renversante dans une robe verte. Je l'avais fixé, absorbant ses paroles. Ça avait du sens. Totalement. Et s'il ne réussit pas le test, avais-je demandé doucement, alors tu as ta réponse et tu passes à autre chose en sachant que tu as fait le bon choix. J'avais regardé à travers la paroi vitrée le bureau de Julien. Il était assis à son bureau, le front posé sur ses mains, l'air complètement épuisé et vaincu. Une partie de moi, cette partie stupide et romantique qui regardait des films à l'eau de rose en secret, voulait y aller, lui pardonner, dire que tout allait bien. Mais la partie rationnelle, la partie qui avait été blessée et humiliée, savait que Justine avait raison. Il devait le prouver. Non pas avec des mots, mais avec des actions. D'accord, avais-je finalement dit, ramenant mon attention sur Justine. On va voir ce qui se passe. On va voir s'il a vraiment changé ou si c'est juste parce qu'il m'a vue belle. Justine avait souri. Ce sourire de chat qui a mangé un canari. C'est ça, ma belle. Fais-le travailler pour son pardon. Fais-le te mériter. Et pour la première fois depuis le gala, je m'étais permis de lui rendre son sourire. Elle avait raison. Si Julian Westcott voulait mon pardon, il allait devoir prouver qu'il le méritait. Et il allait devoir le prouver en voyant Marie avec des lunettes et des vêtements amples. Pas seulement Marie dans une robe verte et des talons hauts. Ce n'est qu'alors que je saurais si c'était réel. Et ce n'est qu'alors que je saurais si ça valait le coup de risquer à nouveau mon cœur. Maman, ici, je dois faire une pause. Tout ça, cette histoire avec Julien, t'es, quand on y pense, un peu absurde. Je veux dire, une femme qui se cache exprès pour éviter le harcèlement et un patron qui la juge sans la voir, puis se prend d'amour pour une version transformée d'elle-même. C'est digne d'une mauvaise comédie romantique, non? Mais en même temps, ce que Justine a dit, ce test, c'était tellement terre à terre. Et si ça avait été vous, vous auriez fait quoi? Auriez-vous fait confiance à ses excuses? Ou auriez-vous aussi eu besoin de preuves, d'actions concrètes? C'est facile de juger quand on est en dehors, mais quand c'est votre cœur qui est en jeu, quand vous avez déjà été blessé, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. On veut croire aux contes de fées, mais on a aussi appris à se méfier des princes charmants trop pressés. En plus, on vit dans une société où l'apparence est souvent tout. Combien de fois on juge quelqu'un à la première impression sans creuser plus loin? Julien n'était qu'un produit de ça, à sa manière. Est-ce que ça l'excuse? Non, absolument pas. Mais ça explique un peu. Et la difficulté de changer cette vision du monde, pour lui, c'était palpable. On verra s'il a vraiment pu faire le chemin. J'avais su que Julien était officiellement désespéré parce que Justine me l'avait raconté. Il s'était présenté au studio de Clara un jeudi après-midi et toute la scène avait été digne d'une mauvaise comédie romantique. Mais rembobinons un peu. J'étais à mon bureau un mercredi après-midi à organiser des dossiers de la réunion du matin quand j'avais entendu la voix de Julien venant de son bureau au téléphone et il ne parlait pas exactement discrètement. « Pierre, je suis désespéré là. Elle me traite comme un robot. »« Oui, Monsieur Westcott. »« Non, Monsieur Westcott. La réunion est à 10 heures, Monsieur Westcott. » Il avait imité ma voix de façon assez dramatique et j'avais dû me mordre les lèvres pour ne pas rire. Elle ne veut même pas me regarder correctement. Silence pendant que Pierre répondait quelque chose. Je sais que je le mérite, mais bon sang, j'ai besoin de faire quelque chose. Quelque chose de grand. Quelque chose qui lui montre que j'ai vraiment changé. Plus de silence. Qu'est-ce que tu veux dire, découvre ce qu'elle aime? J'ai travaillé avec elle pendant 3 ans et je ne sais rien à part le café et le café. Je sais juste qu'elle aime le café. J'avais presque eu de la pitié pour lui.
Presque. Robe verte. Attends, la robe. Quelqu'un a fait cette robe. Elle ne l'a pas achetée toute faite. Elle était trop spécifique, trop parfaite. Sa voix était soudainement devenue excitée. Et si je découvre qui l'a faite, peut-être que cette personne en sait plus sur elle. Et c'est ainsi que Julian Westcott, PDG millionnaire et idiot repenti, s'était retrouvé à la porte du studio de Clara un jeudi après-midi. Clara m'avait tout raconté plus tard, bien sûr, avec des détails dramatiques et des rires hystériques. Elle travaillait sur une robe de mariée quand elle avait entendu la sonnette de la porte. Elle avait levé les yeux, s'attendant à voir une cliente, et avait failli s'étouffer en voyant un grand homme en costume coûteux, debout à l'entrée de son studio, l'air complètement perdu et hors de propos. « Puis-je vous aider ?» avait-elle demandé avec ce ton de vendeuse professionnelle qu'elle utilisait avec les inconnus. Julien s'était avancé, visiblement nerveux, les mains dans les poches, puis en dehors, puis de nouveau dedans. « Vous avez fait une robe verte émeraude pour un gala de charité il y a 2 semaines. La femme qui la portait avait les cheveux bruns, les yeux verts, et était la personne la plus belle que j'ai jamais vue. » Clara avait croisé les bras, les yeux se plissant dangereusement. « Marie? » »« Oui, Marie. Vous la connaissez. » Son visage s'était illuminé comme un enfant à Noël qui reçoit le cadeau qu'il a demandé. « Je la connais très bien, » avait répondu Clara. Et c'est là que tout s'était éclairci pour elle. Elle l'avait regardé de haut en bas, avec cette expression de dégoût qu'elle réservait aux mauvais ex-petits amis, et sa voix avait complètement changé. « Attendez, vous êtes le connard? » Julien avait cligné des yeux, confus et ne comprenant clairement pas. « Le quoi? »« Le connard, » avait-elle répété, chaque mot sortant comme un coup direct. « Le patron idiot qui a traité ma meilleure amie de laide, qui a fait un pari sur elle comme si c'était un objet, qui a dit qu'elle devrait mieux s'habiller pour égayer le bureau. » Son visage était devenu rouge comme une tomate mûre. « Oh, oui, je suis le... Et vous avez l'audace de vous présenter ici !» avait presque hurlé Clara, jetant le tissu qu'elle tenait sur la table avec force. « Après l'avoir humiliée, après avoir fait pleurer ma meilleure amie. »« je sais, avait-il dit, levant les mains en signe de reddition totale, ressemblant à un criminel encerclé par la police. « Et je le regrette tellement. J'ai été cruel et superficiel, et complètement idiot, et tous les autres mauvais mots que vous voulez utiliser. Mais s'il vous plaît, vous devez m'aider à la reconquérir. » Clara avait laissé échapper un rire sec et sans humour. « Pourquoi vous aiderais-je? Donnez-moi une bonne raison pour laquelle j'aiderais l'homme qui a blessé ma meilleure amie. » Et c'est alors que, selon Clara, Julien avait fait quelque chose de complètement inattendu. Il avait pris une profonde inspiration, avait passé ses mains dans ses cheveux, les laissant tout en désordre et perdant complètement son calme de PDG, et avait dit avec une vulnérabilité brute qu'elle n'attendait pas. Parce que je crois que je l'aime. Silence total dans le studio. Même la machine à coudre semblait s'être tue. « Vous croyez ?» avait demandé Clara avec un sarcasme mordant. « Je n'ai jamais ressenti ça avant, » avait-il expliqué rapidement, les mots défilant comme une diarrhée verbale. « Je pense à elle tous les jours, toutes les heures, à son sourire rare quand quelque chose l'amuse vraiment, à la façon efficace dont elle résout des problèmes dont j'ignorais même l'existence, à l'intelligence que j'étais trop aveugle pour voir, et oui, à la beauté que j'ai ignorée pendant 3 ans comme un idiot complet. » Il avait fait une pause, passant une main sur son visage. « J'ai tout gâché. Je sais, mais je veux réparer ça. J'ai besoin de réparer ça. S'il vous plaît. » Clara était restée silencieuse un long moment, l'étudiant avec ses yeux de rayon X qu'elle avait, ceux qui pouvaient voir l'âme des gens. « Si je vous aide, » avait-elle finalement dit d'une voix basse et dangereuse, « et vous la blessez à nouveau, je vous traquerai. »
Je vous trouverai où que vous soyez et je vous détruirai de manière que vous ne pouvez même pas imaginer possible. Compris, avait visiblement dégluti Julien. Juste, complètement juste. J'accepte les termes. Super, avait dit Clara, et puis elle avait sorti un carnet et un stylo, les jetant tous deux devant lui comme une maîtresse d'école sévère. Maintenant, asseyez-vous sur cette chaise et prenez du papier et un stylo parce que vous avez beaucoup à apprendre sur Mary Appleton, et je ne répéterai rien. Julien s'était assis sur la chaise qu'elle lui avait indiquée, avait attrapé le stylo d'une main légèrement tremblante et l'avait regardé comme un étudiant le premier jour de cours, attendant les instructions. Clara avait croisé les bras et avait commencé à énumérer comme si elle récitait une recette. Premièrement, Mary adore les livres, surtout les romans historiques. Elle a une collection entière chez elle. Jane Austen, les sœurs Brontë, Georgette Heyer, tout ce que vous pouvez imaginer de l'Angleterre du 19e siècle. Julien avait griffonné frénétiquement. Livres, romances historiques, Angleterre 19e siècle. Deuxièmement, elle adore le café, mais pas n'importe quel café. Il y a un petit café de quartier, le Grain de Folie, à l'autre bout de Paris, qui fait un cappuccino spécifique comme elle l'aime. Pas de Starbucks, pas de café générique, celui-là. Café, le Grain de Folie, cappuccino spécifique. Pas Starbucks, avait-il écrit d'une écriture de plus en plus précipitée. Troisièmement, elle rêve de voyager en Écosse depuis qu'elle est enfant. Elle veut voir les châteaux, les Highlands, tout. Elle n'y est jamais allée parce qu'elle a toujours privilégié le travail et les économies. Mais c'est son rêve. Écosse, château, Highlands, rêve. Son stylo déchirait presque le papier de force. Quatrièmement, avait poursuivi Clara, et maintenant elle appréciait clairement son désespoir. Elle déteste les roses rouges parce qu'elle trouve ça cliché. Si vous devez offrir des fleurs, offrez des lys blancs ou tout ce qui n'est pas des roses rouges. Pas rose rouge, lys blanc, OK. Maintenant, cinquièmement, elle a un traumatisme de harcèlement de son ancien emploi. Mais ça, vous l'avez déjà découvert de la pire des manières. Alors, tout geste que vous ferez devra être respectueux. Pas d'attouchement non sollicité, pas d'invasion de l'espace personnel, absolument rien qui puisse la mettre mal à l'aise. Julien avait arrêté d'écrire et avait regardé Clara avec une expression de culpabilité écrasante. C'est-à-dire que je ne savais pas pour le harcèlement avant qu'elle ne me le dise au gala. Eh bien oui, parce que vous n'avez jamais demandé, avait répondu Clara sans pitié. Maintenant vous savez, et maintenant vous agissez en conséquence. Respecte toujours. Pas toucher, pas envahir l'espace, avait-il noté d'une écriture tremblante. Et sixièmement, Clara s'était penchée en avant, les yeux fixés sur lui, la chose la plus importante de toutes. Marie ne se soucie pas de l'argent. Vous pouvez acheter le cadeau le plus cher du monde. Mais s'il n'a pas de sens, s'il ne montre pas que vous la connaissez vraiment et que vous lui portez attention, il ne vaudra rien. Compris. Julien l'avait regardé, puis le papier plein de notes, puis de nouveau Clara. Compris. Le sens avant le prix. Exactement, avait acquiescé Clara. Et puis son visage s'était adouci, juste un tout petit peu. Écoutez, je ne veux vraiment pas vous aimer. Vous avez blessé ma meilleure amie. Mais si vous avez vraiment changé, si vous la voyez vraiment maintenant, alors peut-être que vous méritez une seconde chance. Une seule seconde chance. Ne la gâchez pas. Je ne la gâcherai pas, avait promis Julien, se levant de la chaise, le papier plein de notes soigneusement plié dans sa poche. Merci, merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore, avait répondu Clara, retournant à la robe de mariée. Remerciez-moi quand elle vous pardonnera, si elle vous pardonne. Et Julien avait quitté le studio avec une mission claire et un papier plein d'informations précieuses dans sa poche. Le lendemain, vendredi après-midi, j'étais au travail quand Julien était sorti de son bureau et s'était dirigé vers mon bureau. Il avait une expression étrange, un peu nerveuse, et tenait son téléphone à la main. « Marie », avait-il dit, et sa voix était trop décontractée pour être naturelle.
Tu connais les livres, n'est-ce pas? Je l'avais regardé avec un sourcil levé. Oui, pourquoi? C'est juste que j'essaie d'acheter un cadeau pour ma sœur, avait-il dit. Et il était évident qu'il mentait, mais je n'avais rien dit. Elle aime les romances historiques, celles d'époque, tu sais. Tu as des recommandations? Mon cœur avait fait ce drôle de bond parce qu'il essayait clairement de savoir quelque chose sur moi, mais j'avais décidé de jouer le jeu. Ça dépend de ce qu'elle a déjà lu, avais-je répondu en me reconcentrant sur l'ordinateur. Si elle aime Jane Austen, peut-être Georgette Heyer. Ces vieilles ombres, c'est génial. Ces vieilles ombres, avait-il répété, et je l'entendais taper sur son téléphone. Autre chose? Il y a l'édition illustrée d'Orgueil et Préjugés qui est sortie l'année dernière. C'est magnifique. Couverture rigide avec des aquarelles. Un peu cher, mais ça vaut chaque centime. Orgueil et Préjugés, avait-il murmuré, prenant des notes. L'illustré. Parfait. Merci beaucoup, Marie. De rien, avais-je répondu, cachant mon sourire. Il était retourné à son bureau. Et 2 minutes plus tard, je l'avais entendu au téléphone passer une commande urgente pour l'édition illustrée à couverture rigide de Orgueil et Préjugés. Oui, la plus chère que vous ayez. Livraison express pour demain. Justine était apparue de nulle part à côté de mon bureau. Il essaie de savoir ce que tu aimes. Je sais, avais-je dit, souriant toujours. Et tu l'aides. Peut-être. Mary Appleton, tu t'adoucis, avait-elle dit avec ce ton chantant de quelqu'un qui sait qu'elle a raison. Tais-toi ça, avais-je murmuré. Mais je ne pouvais pas arrêter de sourire. Le lundi matin, j'étais arrivé au bureau et j'avais trouvé quelque chose de différent sur mon bureau. Un livre. Pas n'importe quel livre. L'édition rare à couverture rigide illustrée d'Orgueil et Préjugés. J'avais mentionné la couverture qui était magnifique, avec des détails dorés et des aquarelles délicates de scènes du livre. Ça devait coûter au moins 200 €, facile. J'avais pris le livre avec précaution, comme s'il allait se briser entre mes mains. Les illustrations étaient encore plus belles que dans mes souvenirs. Chaque page était une œuvre d'art. Il y avait une note dessus, d'une écriture masculine que j'avais immédiatement reconnue. J'ai vu que tu avais mentionné cet auteur le mois dernier lors d'une réunion. J'ai pensé que ça te plairait. Mon cœur avait fait ce truc agaçant de rater un battement puis d'accélérer. Il se souvenait? Il se souvenait d'un commentaire occasionnel que j'avais fait 1 mois auparavant sur la littérature classique, au milieu d'une discussion marketing sur les adaptations cinématographiques. Il s'est souvenu, avais-je murmuré à moi-même, passant mes doigts sur la couverture du livre avec révérence. Il s'est souvenu de quoi? La voix de Justine m'avait fait sursauter. Elle était à côté de mon bureau avec ce sourire malicieux de quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe. Je lui avais montré le livre et son sourire s'était élargi encore plus, au point de presque se décrocher de son visage. Ma cocotte, il joue à fond, vraiment à fond. Ce n'est qu'un livre, avais-je essayé de minimiser, mais ma voix n'était pas très convaincante, même pour moi-même. C'est un livre de 200 € qui montre qu'il fait attention à ce que tu dis, avait corrigé Justine croisant les bras. Ce n'est pas juste un livre, c'est une déclaration. J'avais regardé son bureau à travers le verre. Julien était assis à son bureau, faisant semblant d'être concentré sur l'ordinateur, mais je pouvais dire, à ses épaules tendues et à la façon dont il jetait discrètement des coups d'œil dans ma direction, qu'il attendait ma réaction. J'avais attrapé mon téléphone et envoyé un message rapide. « Merci pour le livre. » Je l'avais vu attraper son téléphone presque immédiatement, comme s'il avait attendu, l'appareil à la main. Il avait vu le message et le sourire qui était apparu sur son visage était petit mais sincère et l'avait complètement illuminé. Il avait tapé quelque chose en retour. « De rien. J'espère que tu aimes les illustrations. » J'avais souri à mon téléphone comme une idiote amoureuse et Justine m'avait donné un coup de coude. « Tu souris à ton téléphone. » Non. Si comme une adolescente qui parle à son béguin. « Arrête, avais-je murmuré, rangeant mon téléphone, mais je ne pouvais pas arrêter de sourire.
Le mardi matin, quand j'étais arrivé au bureau, il y avait un café sur mon bureau. Pas n'importe quel café. Le cappuccino parfait de Le Grain de Folie. Ce petit café à l'autre bout de la ville que moi seul connaissais. Celui qui était à environ 40 minutes de distance et qui faisait le café exactement comme je l'aimais, avec une mousse parfaite et la bonne quantité de cannelle. J'avais regardé le café, puis le bureau de Julien, puis de nouveau le café. Il était allé là-bas, ou avait envoyé quelqu'un, à 40 minutes de distance, juste pour m'apporter le café que j'aimais vraiment. Le mercredi, même café, toujours chaud et parfait. Le jeudi, encore avec une petite note. Bonjour. Le vendredi, quand j'étais arrivé et que j'avais vu le café qui m'attendait une fois de plus, je n'avais pas pu me retenir. Je m'étais levé, avais pris le café et étais allé à la porte de son bureau, frappant légèrement avant d'entrer. « Julien, tu n'as pas besoin de faire ça tous les jours », avais-je dit, debout là, le café à la main. Il avait levé les yeux de l'ordinateur et pour la première fois depuis des semaines, je l'avais laissé me regarder vraiment. Me regarder pour de vrai. « Je veux », avait-il dit simplement, d'une voix douce et honnête. Tu mérites de bien commencer ta journée avec quelque chose que tu aimes vraiment, pas avec un mauvais café générique du café du coin. J'étais resté là, tenant le café chaud, ne sachant pas quoi dire car mon cerveau s'était un peu arrêté de fonctionner. « Merci », avais-je finalement murmuré, ma voix étant plus basse que prévu. « Vraiment, merci. » Et le sourire qu'il m'avait adressé en réponse, ce sourire légèrement de travers, sincèrement heureux, complètement démasqué, avait fait faire des choses à mon cœur qu'il ne devrait certainement pas faire. La réunion du vendredi après-midi avec le nouveau client potentiel avait commencé normalement. Je présentais les données de marché que j'avais compilées pendant la semaine, quelque chose que je faisais fréquemment car, avouons-le, j'étais meilleur avec les chiffres et l'analyse que la moitié du service d'analyse de données. Le client était un homme d'une 50aine d'années. Costume trop cher, montre qui coûtait probablement plus que ma voiture, un air de supériorité que l'on sentait à des kilomètres. Le type que je reconnaissais de loin, le type qui ne prenait pas les femmes au sérieux dans les milieux professionnels. J'étais en train de présenter les graphiques de croissance et les projections de marché quand il m'avait interrompu d'un geste de la main. « Désolé, ma petite », avait-il dit avec ce ton condescendant qui m'avait fait serrer les dents. « Tout ça est très joli et tout, mais peut-être que votre patron devrait présenter les vrais chiffres, les chiffres qui comptent vraiment. Vous n'êtes qu'une secrétaire, n'est-ce pas? Une assistante. Vous ne comprenez pas ces choses complexes. » Le silence qui était tombé sur la pièce avait été absolument assourdissant. J'avais senti mon visage s'échauffer de colère et d'humiliation, mais j'avais maintenu mon sang-froid professionnel. « Oh, en fait, monsieur, je suis l'analyste senior responsable de... » Marie n'est pas n'importe quoi. La voix de Julien avait traversé la pièce comme un fouet, froide et dangereuse. Et quand je l'avais regardée, j'avais vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant en 3 ans que j'avais travaillé là. Une pure fureur incontrôlée. Il s'était levé de sa chaise lentement, les yeux fixés sur le client, avec une intensité qui aurait fait reculer toute personne sensée. Et pendant une seconde, j'avais pensé qu'il allait littéralement sauter par-dessus la table de conférence et attaquer l'homme. « Elle est la meilleure analyste que j'ai dans toute cette entreprise », avait continué Julien, chaque mot sortant clair et coupant et chargé de venin. « Les données qu'elle vient de vous présenter sont plus précises, mieux recherchées et plus fiables que tout ce que vous ou votre entreprise médiocre pourriez produire en une année entière de travail. » Le client était devenu rouge comme un poivron. « Monsieur Westcott, je ne pense pas que vous devriez... » « Et si vous ne respectez pas sa compétence, » avait interrompu Julien, marchant vers la porte et l'ouvrant avec force, le bruit résonnant dans la pièce. « Alors sortez maintenant, immédiatement. Je ne fais pas affaire avec des sexistes ignorants qui ne peuvent pas voir le talent quand il est juste devant leurs yeux idiots et pleins de préjugés. » Le client était sous le choc, la bouche littéralement ouverte,
regardant entre moi et Julien comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait devant lui. Vous, vous me mettez dehors? Avait-il demandé incrédule, la voix montant d'une octave. Je vous demande poliment de partir avant de vous jeter personnellement hors de cette pièce, de ce bâtiment, avait corrigé Julien, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et qui était pure glace. La porte est là. Utilisez-la maintenant. L'homme s'était levé avec une fausse dignité, avait attrapé sa maillette d'une main tremblante et était sorti en pestant, marmonnant des choses sur un procès et de nouvelles plaintes et absurdités. La porte s'était refermée derrière lui avec un claquement sonore et un silence pesant était revenu. Julien était resté là un instant, respirant profondément, comme s'il se calmait et comptait mentalement jusqu'à 10, puis m'avait enfin regardé avec des yeux plus doux. « Tu vas bien? » J'étais sous le choc, un choc complet, total et absolu. « Tu viens de perdre un compte de 2 millions d'euros, avais-je réussi à dire, ma voix plus fine et plus aiguë que la normale. Julien avait haussé les épaules comme si 2 millions d'euros n'étaient littéralement que de la monnaie. Je m'en fiche un peu. Tu vaux bien plus que 2 millions. Tu vaux plus que 20 millions. Tu vaux plus que n'importe quel compte que je pourrais obtenir. Et puis, il avait quitté la salle de conférence d'un pas ferme, me laissant là seul avec les 2 autres employés qui avaient tout regardé la bouche ouverte, assimilant ce qui venait de se passer. Il m'avait défendu. Il avait choisi mon respect et ma dignité plutôt que l'argent, plutôt qu'une affaire lucrative, plutôt que tout. J'avais senti des larmes commencer à se former dans mes yeux, mais cette fois, c'était de bonnes larmes. Ce genre de larmes chaudes qui viennent quand quelqu'un te défend d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Justine s'était présentée à mon bureau exactement 20 minutes plus tard, avec cet air de quelqu'un qui savait absolument tout et mourait d'envie de commenter. Il a viré le client sexiste de la réunion, avait-elle dit. Et ce n'était pas une question. Il l'a viré sans équivoque, avais-je confirmé, encore un peu dans une transe. Pour toi, pour moi, perdu 2 millions d'euros. 2 millions pour toi, dit somebody. Oh, hey. Avais-je répété, et ma voix était devenue petite et vulnérable. Pour moi, ma cocotte, Justine s'était assise sur le bord du bureau, me regardant avec cette expression sérieuse et émue qu'elle utilisait rarement. Il change pour de vrai. Ce n'est pas du toc et ce n'est pas temporaire. Il change vraiment pour toi. Je sais, avais-je admis, et ma voix était devenue petite et effrayée, et ça me terrifie. Justine, ça me terrifie tellement. Et si c'est temporaire quand même? Et s'il redevient le superficiel dans 1 mois, dans 6 mois? Et si j'ouvre mon cœur et qu'il me blesse encore? Alors tu le sauras, avait-elle dit simplement, prenant ma main. Mais Marie, ne penses-tu pas vraiment qu'il mérite une chance? Après le livre parfait, le café tous les jours, te défendre aujourd'hui et perdre des millions pour toi? J'avais regardé son bureau à travers le verre. Julien était assis sur sa chaise, la tête dans les mains, l'air épuisé et émotionnellement vidé, mais d'une certaine manière plus léger et plus humain aussi. Peut-être, avais-je finalement murmuré, sentant quelque chose d'important bouger dans ma poitrine. Cette armure épaisse autour de mon cœur commençait à se fissurer juste un tout petit peu, laissant entrer la lumière. Peut-être qu'il mérite une chance, une petite chance. Justine avait souri, ce sourire chaleureux d'une amie qui sait que tu prends la bonne décision même si c'est effrayant et risqué. Alors donne-lui une chance, mais lentement, vraiment lentement. Fais-le continuer à travailler pour ça. Définitivement, avais-je acquiescé. Et pour la première fois en 2 semaines entières, je m'étais permis de sourire vraiment en regardant vers le bureau de Julien, parce que peut-être, juste peut-être, il avait vraiment changé. Et peut-être, juste peut-être, j'étais prête à lui donner une petite chance prudente
pour que nous découvrions ensemble si ce nouveau Julien vulnérable était réel et permanent. Ou du moins, essayer de le découvrir étape par étape, prudemment. J'étais arrivé au bureau lundi matin en m'attendant à aller à mon bureau habituel, celui juste devant le bureau vitré de Julien. Mais quand j'étais descendu de l'ascenseur, j'avais trouvé Justine qui courait pratiquement dans ma direction, avec des yeux écarquillés et un sourire immense. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé », avait-elle dit en attrapant mon bras et en me tirant dans le couloir. « Justine, quoi? Viens juste », avait-elle interrompu, puis elle m'avait emmené dans une pièce que je savais vide vendredi dernier. C'était l'une des plus petites pièces de l'étage, mais elle avait une fenêtre donnant sur la ville, un vrai bureau, une chaise confortable, et même une petite bibliothèque vide attendant d'être remplie. Et sur la porte, il y avait une plaque nominative brillante et neuve. Murray Appleton, Analyst Senior. J'étais resté là, fixant la plaque, assimilant l'information. Il m'a donné un bureau. Pas juste un bureau, avait dit Justine, poussant la porte et me faisant entrer. Regarde le bureau, regarde l'ordinateur, regarde ça. Elle avait pointé le bureau, et là-dessus, il y avait un petit vase avec des lits blancs frais et une note. J'avais pris la note d'une main tremblante, un thé. Tu n'aurais jamais dû être à un bureau en dehors du bureau. Tu mérites ton propre espace. Ton propre bureau. Désolé, il m'a fallu 3 ans pour le réaliser. Il t'a donné un bureau, avait répété Justine, sautant presque d'excitation. Avec une plaque nominative sur la porte et tout, et des lits blancs, parce qu'il s'est souvenu que tu détestes les roses rouges. J'avais passé mes doigts sur le nouveau bureau, la chaise ergonomique coûteuse, l'ordinateur de dernière génération. Tout était neuf, tout était réfléchi, tout était pour moi. Il essaie vraiment fort, avais-je murmuré, et ma voix était plus émue que je ne voulais l'admettre. Et ma cocotte, il essaie tellement fort, avait corrigé Justine. Et ça marche, n'est-ce pas? À vous, ça marche. Je l'avais regardé et je n'avais pas pu cacher le sourire qui grandissait sur mon visage. Peut-être juste un petit peu. Je le savais, avait-elle crié, puis elle m'avait serré fort dans ses bras. Tu vas lui donner une chance. Enfin, doucement, avais-je dit en me dégageant. Je n'ai pas encore dit ça. Il doit encore prouver beaucoup. Mais à l'intérieur, mon cœur faisait cette danse stupide que les cœurs amoureux font, et je savais que j'étais perdu. J'avais passé la matinée à organiser mon nouveau bureau, ce qui était surréaliste parce que j'avais un bureau, et à essayer de ne pas trop penser au fait que Julien avait fait ça pour moi. Mais c'était difficile de ne pas y penser quand chaque objet là-bas montrait qu'il avait fait attention aux petits détails. La chaise était ergonomique parce qu'il avait remarqué que je me plaignais toujours de maux de dos. L'ordinateur avait 2 écrans parce qu'une fois j'avais commenté que ce serait plus efficace de travailler avec 2 écrans. Il y avait même un petit chauffage portable dans le coin parce que la climatisation de l'étage me laissait toujours froide. Il avait fait attention à tout. Pendant 3 ans, même en étant superficiel, une partie de lui avait archivé ces informations. J'étais en train d'organiser mes fichiers numériques sur le nouvel ordinateur quand j'avais entendu un léger coup à la porte. J'avais levé les yeux et il était là, debout dans l'encadrement de la porte, avec cette expression un peu nerveuse que je commençais à reconnaître. « Je peux entrer ?» avait demandé Julien, et c'était étrange qu'il demande la permission d'entrer dans une pièce qu'il m'avait donnée. « C'est ton entreprise », avais-je répondu, mais j'avais fait un geste pour qu'il entre quand même. Il était entré, avait fermé la porte derrière lui et était resté là, un peu maladroitement, les mains dans les poches. « Ça t'a plu? » Le bureau? Tu me demandes si j'ai aimé avoir mon propre espace professionnel après 3 ans passés assise à un bureau dans le couloir? Avais-je demandé avec un sourcil levé, mais je souriais. Oui, Julien, j'ai beaucoup aimé. Le sourire qui était apparu sur son visage était si sincère et soulagé qu'il m'avait fait un de ces stupides nœuds à l'estomac. Bien, tu méritais ça depuis longtemps. J'ai juste...
Je n'y avais jamais pensé avant. Je sais, avais-je dit, et ma voix était plus douce que prévu. Nous étions restés là en silence un instant, lui toujours debout près de la porte, moi assise dans ma nouvelle chaise, et la tension dans l'air était palpable, mais pas inconfortable. C'était le genre de tension qui précède un événement important. Eh bien, avait-il finalement dit, brisant le silence, je te laisse t'organiser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de n'importe quoi, fais-le moi savoir. Je le ferai, avais-je promis. Et puis, parce que mon cerveau avait apparemment décidé d'être courageux, j'avais ajouté, et Julien, merci pour les lises aussi. C'était un geste très attentionné. Son sourire s'était encore élargi si c'était possible. De rien, Marie, de rien du tout. Et puis il était parti, fermant la porte doucement derrière lui, me laissant seul avec mon nouveau bureau, mes leads blancs et mon cœur battant de manière irrégulière dans ma poitrine. La semaine avait passé à un rythme étrange. Je travaillais dans mon nouveau bureau. Julien travaillait dans le sien, et chaque matin, sans faute, il y avait un café frais de Le Grain de Folie qui m'attendait sur mon bureau quand j'arrivais. Parfois, il était accompagné d'une petite note. « Bonjour, j'espère que tu as bien dormi. » Ou « Réunion à 14 heures, tout est prêt. » Rien de majeur, mais assez pour me faire sourire à chaque fois. Le mardi, il avait apporté des beignets de la pâtisserie chic du centre-ville. Celle que j'avais mentionnée une fois, il y a environ 6 mois, et qui faisait les meilleurs beignets au chocolat de Paris. Je me suis souvenu que tu les aimais, avait-il seulement dit, laissant la boîte rose sur mon bureau et partant avant que je ne puisse répondre. Le mercredi, il s'était présenté avec des billets pour une exposition d'art au musée. J'ai entendu que tu avais mentionné à Justine que tu voulais y aller. Ce sont pour toi et elle, ou toi et qui tu veux emmener. Et il était reparti rapidement, comme s'il craignait que je refuse s'il restait trop longtemps. Le jeudi, c'était plus subtil. Il m'avait simplement envoyé par email un lien vers un article sur les romances historiques et victoriennes, et l'objet du mail disait simplement « J'ai pensé à toi ». L'article était intéressant, bien écrit et complètement lié à mes centres d'intérêt. Il l'avait lu, trouvé pertinent et avait pensé à moi. Et le vendredi après-midi, alors que je finissais de relire quelques rapports et que je m'apprêtais à partir pour le week-end, j'avais entendu ce coup à ma porte, maintenant familier. « Entrez », avais-je dit sans lever les yeux de l'écran. La porte s'était ouverte et fermée, puis j'avais entendu sa voix, plus nerveuse que d'habitude. « Marie, tu as quelques minutes? Je voulais te parler pour de vrai, pas du travail. » J'avais levé les yeux et l'avais trouvé debout là, les mains dans les poches encore, les épaules légèrement tendues, comme s'il se préparait à une conversation difficile. J'avais enregistré le document, fermé mon ordinateur portable et fait un geste vers le petit canapé dans le coin de la pièce. « D'accord, assieds-toi. » Il s'était assis à une extrémité du canapé et je m'étais assis à l'autre. Maintenant, une distance de sécurité entre nous. Pendant un long moment, il était resté là, à regarder ses propres mains, essayant clairement d'organiser ses pensées. « J'ai été un idiot », avait-il finalement commencé, d'une voix basse et honnête. « Superficiel, sexiste, tout ce que tu as dit au gala et un tas d'autres mauvaises choses. Et je n'ai aucune excuse, Marie, vraiment aucune. Mais je veux expliquer. Non pas pour justifier ce que j'ai fait, parce que rien ne le justifie, mais juste pour que tu comprennes d'où ça vient. J'écoute, avais-je dit, croisant les jambes et attendant. Il avait pris une profonde inspiration, et quand il avait commencé à parler, les mots étaient sortis dans un flux honnête et douloureux. J'ai toujours été obsédé par les apparences depuis que je suis petit. Mes parents étaient complètement obsédés par l'image, par le statut, par ce que les choses paraissaient aux yeux des autres. Ma mère était mannequin avant de se marier, et mon père était un PDG qui ne se souciait que des impressions. J'ai grandi en entendant des choses comme « Marie une belle femme, Julien. Les apparences comptent en affaires, Julien.
La façon dont tu te présentes est tout, Julien. Il avait passé sa main dans ses cheveux, les ébouriffant, et j'ai tout intériorisé, complètement. Chaque mot toxique, chaque valeur superficielle, tout. Je suis devenu exactement ce qu'il voulait, un PDG prospère qui jugeait tout et tout le monde par la surface. J'avais senti mon cœur se serrer car pour la première fois, je voyais d'où venait toute cette superficialité. Et ce n'était pas joli. Et quand tu es arrivé ici il y a 3 ans, avait-il continué, me regardant enfin dans les yeux. J'ai vu une secrétaire efficace, mais sans attrait physique évident. Et je me suis arrêté là. Juste arrêté. Je n'ai jamais regardé au-delà des lunettes, des vêtements amples, des cheveux attachés. Je n'ai jamais essayé de voir qui tu étais vraiment en dessous de tout ça. Et au gala, avais-je demandé, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Au gala, avait-il dit, et un petit sourire triste était apparu sur son visage. Je t'ai vu pour de vrai, et j'ai réalisé que j'avais été complètement aveugle pendant 3 années entières. Tu as toujours été belle, Marie, toujours intelligente, drôle, incroyable, capable, forte, tout. J'étais juste trop idiot, trop aveugle pour voir. Il s'était penché en avant, les yeux fixés sur les miens, et pour la première fois, j'avais vu des larmes commencer à se former. Et quand tu m'as confronté sur cette terrasse, quand tu m'as parlé du harcèlement, de pourquoi tu te caches, de comment je t'ai fait te sentir, mon cœur s'est brisé. Marie, littéralement brisé, parce que je t'ai blessé d'une manière dont je ne savais même pas qu'il était possible de blesser quelqu'un. Une larme avait coulé sur mon visage avant que je ne puisse l'arrêter. Tu m'as fait me sentir invisible pendant 3 ans, comme si je n'existais pas, comme si j'étais juste un objet de bureau qui pouvait être remplacé à tout moment. Je sais, avait-il dit, et sa voix était chargée d'émotion. Je sais, et je suis désolé, tellement plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Nous étions restés en silence un instant, juste le son de nos respirations remplissant l'espace. Mais Marie, avait-il continué, essuyant rapidement une larme qui s'était échappée. Ces dernières semaines, je t'ai vue sans la robe verte, sans maquillage, sans transformation. Juste toi avec tes lunettes et tes vêtements amples et tes cheveux attachés. Et je suis tombé amoureux. Mon cœur s'était complètement arrêté. Quoi? Je suis tombé amoureux, avait-il répété, chaque mot sortant clair et vrai. Non pas de la Marie du gala, aussi belle que tu étais, mais de la femme qui a toujours été là, celle qui résout les problèmes avant que je ne sache qu'ils existent, celle qui a un humour sarcastique, celle qui est gentille avec tout le monde au bureau, celle qui apporte des gâteaux aux anniversaires des collègues, celle qui travaille tard parce qu'elle se soucie de bien faire les choses. Cette Marie, la vraie. Plus de larmes coulaient maintenant, et je n'avais pas essayé de les arrêter. Comment savoir que c'est vrai? Comment savoir que ce n'est pas seulement parce que tu m'as vue belle cette nuit-là et que maintenant tu romantises tout? Tu ne le sais pas, avait-il admis avec une honnêteté brutale. Je ne peux pas le prouver avec des mots. Je ne peux le prouver qu'avec le temps, avec des actions, avec de la cohérence. Je ne peux que te demander de me donner une chance de te montrer que j'ai changé, que je te vois vraiment maintenant, que c'est réel. J'étais restée silencieuse pendant un long moment, le regardant la vulnérabilité brute sur son visage, la façon dont il s'ouvrait pratiquement complètement devant moi. Une partie de moi voulait construire des murs encore plus hauts, me protéger, refuser. Mais l'autre partie, cette stupide partie romantique et pleine d'espoir que j'essayais de cacher, voulait croire que les gens pouvaient changer, qu'il avait changé, que c'était réel. Un café, avais-je finalement dit, ma voix ferme malgré les larmes. En dehors du travail, dans un endroit neutre. Tu as une chance, Julien. Une seule chance de me prouver que ce n'est pas juste de la culpabilité
ou de la pitié ou une attraction superficielle. Si tu la rates, c'est fini pour toujours. Le soulagement qui avait inondé son visage était si intense qu'il avait presque ressemblé à de la douleur. Merci, merci beaucoup, Marie. Je promets que je ne la raterai pas. Je le promets. Samedi, avais-je suggéré, essuyant les larmes de mon visage du revers de la main. Samedi, avait-il acquiescé, se levant du canapé. Quelle heure? 10 heures du matin, aux graines de folie. Il avait souri, ce sourire sincère et plein d'espoir. Le café avec le café parfait, parfait. Et puis il était allé à la porte. Mais avant de partir, il s'était tourné vers moi une dernière fois. Marie? Oui. Merci de me donner une chance. Je sais que je ne la mérite pas, mais je ferai tout pour la mériter un jour. J'avais hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour répondre. Il était parti, fermant la porte doucement, me laissant seul dans mon bureau, avec un cœur plein d'un espoir effrayant et une décision prise. J'étais arrivé 10 minutes avant 10 heures, parce que je suis névrosé comme ça, et j'avais trouvé Julien déjà assis à une table dans un coin avec 2 tasses de café fumantes. Il était en jean et chemise bleu clair avec les manches retroussées, l'air plus nerveux qu'un accusé attendant son verdict. J'étais en jean aussi. Simple blouse beige, basket, lunettes sur le visage et cheveux lâchés. La vraie Marie. S'il devait m'accepter, ce devait être cette version. « Salut », avait-il dit, se levant rapidement en me voyant, faisant presque tomber la chaise. « Salut », avais-je répondu, essayant de ne pas rire de sa nervosité. « J'ai déjà commandé ton cappuccino, comme tu l'aimes. » Il avait indiqué une tasse. « Mais si tu veux autre chose, on peut commander à nouveau. » Je m'étais assise et avais pris la tasse. « C'est parfait. » Nous étions restés dans un silence maladroit pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il se racle la gorge. « Alors, parle-moi de ta famille. » J'avais souri. « J'ai une sœur cadette, Léa, 25 ans, professeure d'art à Marseille. Mes parents sont à la retraite, vivent à la campagne, ont un jardin que ma mère traite comme un enfant. Et toi? » Son expression était devenue sérieuse. « Mes deux parents sont morts il y a 5 ans, accident de voiture. Je n'ai pas de frères et sœurs, alors j'étais un peu seul. Mon cœur s'était serré. Je suis tellement désolé. Ça aurait dû être vraiment dur. Ça l'a été, avait-il admis, remuant son café. Et c'est pourquoi je me suis jeté dans le travail, pour ne pas avoir à gérer le deuil, la solitude. C'est pour ça que tu es un bourreau de travail, avais-je demandé doucement. Il avait hoché la tête. Une partie de ça et une partie, c'est la peur d'échouer, de les décevoir, même après leur mort. Il avait ri sans humour. Ironique, non? J'ai passé ma vie à essayer de les impressionner et quand j'ai réussi, ils n'étaient plus là pour le voir. J'avais posé ma main sur la sienne. Je suis sûr qu'il serait fier. Il avait regardé nos mains et avait souri. Merci. Les heures avaient filé. Nous avions commandé plus de café, des sandwichs, un dessert, et nous avions continué à parler de tout. Je lui avais parlé de mon rêve de voyager en Écosse, de mon désir d'écrire un jour un livre, de mes peurs de ne pas être prise au sérieux et d'être à nouveau harcelé. Il m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux de la vie, Maria? » Oui, ça parle de travail. Il s'était arrêté, était resté silencieux si longtemps que j'avais pensé qu'il ne répondrait pas. Je n'y ai jamais pensé, 34 ans, et je ne me suis jamais arrêté pour penser à ce que je veux. Il m'avait regardé. Mais maintenant, je veux une vraie connexion, des relations qui comptent, une vie avec un sens au-delà de l'argent. Et tu penses que tu as vraiment changé? Avais-je demandé. Ou est-ce que temporaire? J'essaie de changer tous les jours, avait-il répondu avec une honnêteté brutale. Mais je ne mentirai pas en disant que j'ai complètement changé. J'ai encore des pensées superficielles parfois, mais maintenant, je remarque, j'arrête, je me corrige. C'est un processus, pas une transformation instantanée. Son honnêteté m'avait désarmé. J'apprécie que tu sois honnête à ce sujet. Tu mérites la vérité, avait-il dit simplement.
Après un moment, j'avais commenté, « Tu es différent ici, en dehors du bureau, plus humain. » Il avait souri ce sourire de travers. « Parce qu'ici, je ne suis que Julien, pas le PDG, juste un homme qui essaie de réparer la plus grosse erreur de sa vie. » « Tu réussis, avais-je admis, laissant apparaître un sourire sincère. Ses yeux s'étaient illuminés. « Vraiment? Un peu? »« Un peu, avais-je confirmé. Ne te monte pas la tête. » Ce sourire, avait-il dit d'une voix basse et intense. Je veux voir ce sourire tous les jours pour le reste de ma vie. Mon cœur avait fait un bond. Alors tu devras continuer à le mériter. Je le ferai, avait-il promis. Je le promets. 3 mois s'étaient écoulés. La relation avait commencé lentement. Plus de rendez-vous café, de dîners, de films, de promenades. Julien respectait chaque limite, ne me mettait jamais la pression. Le premier baiser avait pris 6 semaines. Il avait d'abord demandé la permission, et quand nos lèvres s'étaient rencontrées, c'était doux et parfait. Au travail, nous maintenions le professionnalisme, mais tout le monde savait. Justine chantait « Je te l'avais bien dit » à chaque fois qu'elle me voyait. Julien apprenait à vraiment me voir, avec des lunettes, sans lunettes, tous les jours différemment. Il demandait mon avis et écoutait réellement. Il avait mis en place des politiques anti-harcèlement plus strictes et j'apprenais à faire confiance, à ne plus autant me cacher. Certains jours, je portais des lentilles parce que je le voulais. D'autres, je portais des lunettes parce qu'elles étaient confortables. J'avais commencé à porter des vêtements que j'aimais vraiment. Justine avait commenté « Tu t'épanouis, ma cocotte ». Et elle avait raison. 1 an plus tard, lorsque l'invitation au gala annuel était arrivée, Julien m'avait demandé nerveusement si je voulais y aller en tant que sa petite amie officielle. Seulement si je peux remettre la robe verte, avais-je plaisanté. Ses yeux s'étaient illuminés. Tu porterais la même. Clara a dit que ce serait poétique. Et c'est ainsi qu'exactement 1 an plus tard, je me suis retrouvé à nouveau dans la robe vert émeraude, les cheveux en vague, les lèvres rouges. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'étais vraiment heureuse et confiante. « Tu es magnifique », avait dit Julien dans son smoking, me regardant comme si j'étais la seule personne au monde. « Merci », avais-je répondu. « Mais dirais-tu ça si j'étais venu avec des lunettes et des vêtements amples? » Il n'avait même pas hésité. « Oui, parce que je t'aime. » Pas la robe, puis il avait souri. « Mais la robe aide, je ne vais pas mentir. » J'avais ri, secouant la tête. « Idiot. »« Mais je suis ton idiot, » avait-il répliqué, me tirant dans un baiser. Lorsque nous étions entrés dans la salle de bal, Pierre et Sophie étaient au bar. Pierre nous avait vus en premier. « Regarde ça, » avait-il dit à Sophie avec un sourire immense. « Il a vraiment changé. » Et elle lui a pardonné, avait ajouté Sophie, impressionnée. Qui l'aurait cru? L'amour est étrange, avait commenté Pierre. Et beau, avait acquiescé Sophie. Puis il avait regardé Pierre avec une lueur malicieuse. Je parie 1000 € qu'ils vont se marier. Pierre avait ri. Cette fois, je prends le pari. Plus tard, Julien m'avait guidé vers la terrasse, la même terrasse où tout avait changé 1 an auparavant. Je me souviens de ce gala, avais-je demandé, regardant la ville illuminée. Il y a 1 an. Comment pourrais-je oublier? Avait-il répondu. C'était la nuit où j'ai réalisé que j'étais le plus grand idiot de la planète. Et la nuit où j'ai réalisé que je pouvais être moi-même et toujours être respecté, avais-je ajouté. Nous étions restés en silence jusqu'à ce qu'il se racle la gorge, soudain nerveux. « Marie, j'ai une question. » « Vas-y. » Et il s'était agenouillé. Mon cœur s'était arrêté. « Il y a 1 an, » avait-il commencé d'une voix tremblante, sortant une boîte en velours de sa poche. « Je t'ai traité de laide. C'était la pire erreur de ma vie. Aujourd'hui, je te vois comme la femme la plus belle, intelligente et incroyable que j'ai jamais rencontrée. » Il avait ouvert la boîte, révélant une bague qui scintillait sous la lune. « Veux-tu m'épouser? Laisse-moi passer le reste de ma vie à prouver que j'ai changé, que je te vois, que je t'aime plus que tout. »
Les larmes coulaient sur mon visage, mais je riais. Tu me demandes du mariage au même gala où tout a commencé. Il avait souri timidement. Symétrie poétique. J'avais ri plus fort, essuyant mes larmes. Tu es un idiot. C'est un oui? Oui, avais-je dit, le tirant sur ses pieds. Oui, je t'épouserai, idiot. Il avait mis la bague d'une main tremblante et m'avait embrassé alors que nous entendions des applaudissements de l'intérieur de la salle de bal. Le mariage a été intime et petit. Clara a fait ma robe, verte bien sûr, car c'était désormais notre couleur. Pendant nos vœux, Julien tenait mes mains, les siennes à peine moites. Marie, tu m'as appris à voir, à être meilleure, à aimer au-delà des apparences. Je promets de te voir tous les jours avec des lunettes ou sans, en vêtements amples ou en robe, et je promets de t'aimer chaque jour davantage. Mes vœux étaient indirects. Julien, tu étais un idiot. Les invités avaient éclaté de rire, mais j'avais continué. Tu as changé et tu m'as appris que les gens peuvent grandir. Je promets de te défier, de te soutenir et de t'aimer, même quand je porterai mes horribles lunettes. J'adore tes lunettes, avait-il protesté. Menteur. D'accord, elles sont un peu horribles, avait-il admis en riant. Mais je t'aime dedans. Nous nous étions embrassés sous des applaudissements enthousiastes. À la réception, Clara m'avait tiré à part. Ma cocotte, tu as épousé l'ex-connard. Il s'est amélioré de 70 points, avais-je corrigé. Il reste 30% de travail à faire. Elle avait acquiescé. De l'autre côté, Pierre parlait avec Julien. Tu as parié que personne ne danserait avec elle. Julien m'avait regardé, riant avec Clara, et avait souri. Et j'ai perdu la meilleure défaite de ma vie. Tu l'aimes plus que tout? Avait demandé Pierre. Oui, avait répondu Julien. Et ce n'est même plus une question d'apparence, c'est tout. La façon dont elle me défie, me fait rire, me donne envie d'être meilleur. Alors, tu as vraiment changé. J'essaye tous les jours et je continuerai d'essayer pour le reste de ma vie. Mais elle vaut chaque effort. 2 semaines plus tard, nous étions dans les Highlands écossais, réalisant mon rêve d'enfance. Nous avions visité des châteaux, marché à travers des champs brumeux, pris des photos dans des ruines médiévales. Un après-midi, devant un château particulièrement magnifique, j'étais sans lunettes, les cheveux au vent, complètement heureuse. Merci, avais-je dit en me tournant vers Julien, de m'avoir amené ici, d'avoir réalisé ce rêve. Merci de m'avoir pardonné, avait-il répondu en me serrant contre lui, et de m'aimer malgré mon côté idiot. Tu es toujours un idiot parfois, mais tu es mon idiot. C'est vrai, avais-je acquiescé et l'avais embrassé là, sous le ciel gris d'Écosse. Aujourd'hui, qui sait, parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me demande si j'ai fait une erreur. Probablement les deux. C'est ça la vie, n'est-ce pas? Rien n'est simple, rien n'est parfait. Mais cette histoire, elle est la mienne. On a appris à s'adapter, à se comprendre au-delà des mots et des apparences, et même si les vieux réflexes peuvent parfois refaire surface, pour lui comme pour moi, soyons honnêtes, l'important c'est ce qu'on en fait. Est-ce que ce genre de lien dure toujours? Seul le temps me le dira. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons et c'est ce qui